La pluie martelait les vitres sales de l'entrepôt quand les mots coupèrent l'air comme des lames de rasoir. « Tu es un poids mort, Silva, un poids mort qui ne me rapporte que des pertes. » Le doigt de Ricardo Moreno pointait directement le torse de Daniel, et le silence qui suivit avait cette qualité étouffante qui accompagne le moment où tous sont témoins de quelque chose qui n'aurait jamais dû être dit à voix haute. 23 paires d'yeux se tournèrent simultanément. 23 corps se figèrent au milieu de leurs tâches. 23 personnes virent un homme être dépouillé de sa dignité au milieu d'un couloir étroit qui sentait le carton mouillé et l'électronique bon marché. Daniel Silva avait 42 ans, des mains qui semblaient avoir été sculptées par le travail acharné et cette posture légèrement courbée de ceux qui portent des cartons pendant 10 heures d'affilée. À cet instant, une boîte de ventilateur encore dans ses mains tremblantes et le visage rouge de cette honte qui semblait le dévorer de l'intérieur, il ne parvenait pas à bouger, il ne parvenait pas à parler. Il resta juste là, immobile, tandis que son responsable, un homme de 30 ans au costume trop bon marché pour l'arrogance qu'il affichait, continuait. « 3 erreurs d'inventaire cette semaine. 3. Tu crois que je vais continuer à te payer pour que tu me donnes des maux de tête ?» Ce que personne ne savait en observant cette scène de cruauté bureaucratique, c'est que Daniel avait trouvé les erreurs justement parce qu'il vérifiait tout 2 fois, parce qu'il avait l'habitude de corriger les problèmes créés par la précipitation des autres, parce que son esprit, cet esprit, que personne là-bas ne pouvait voir, fonctionnait d'une manière qui transformait le chaos en ordre. Mais tenter d'expliquer cela maintenant aurait été inutile. Ricardo Moreno ne voulait pas d'explication. Il voulait une victime. « Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour améliorer ces chiffres, » continua Ricardo, baissant son doigt mais gardant ce ton de celui qui savoure le pouvoir d'humilier. « Ou tu sais où est la porte. » Puis il tourna les talons et s'en alla, ne laissant derrière lui que le bruit de ses chaussures claquant sur le sol en béton et le silence gêné de ceux qui avaient assisté à une exécution publique sans effusion de sang. Daniel posa la boîte au sol avec une délicatesse qui contrastait violemment avec le chaos qui l'habitait. Ses mains ne tremblaient plus, il les avait forcées à rester fermes, mais quelque chose dans sa poitrine semblait se briser lentement, comme du verre sous une pression constante. Il ne regarda pas ses collègues. Il n'aurait pas pu supporter la pitié dans leurs yeux, cette compassion passive de ceux qui pensent « heureusement que ce n'était pas moi » avant de retourner au travail. Il était impossible de ne pas sentir l'injustice lui brûler la gorge comme de la bile. João, l'employé le plus ancien de la société de distribution, s'approcha après quelques minutes. Il avait presque 60 ans, les cheveux gris et la sagesse fatiguée de ceux qui ont vu passer bien des Ricardo Moreno dans leur vie. « Ne fais pas attention à lui, Daniel, » dit-il à voix basse, posant une main sur l'épaule de son collègue. « Il est comme ça avec tout le monde, juste un gamin, avec un complexe de supériorité. » Daniel hocha la tête, mais ne répondit pas. Car la vérité, c'est que Ricardo n'était pas comme ça avec tout le monde. Il était spécialement comme ça avec lui. Il y avait quelque chose chez Daniel qui irritait le responsable de façon viscérale, quelque chose qu'il n'avait jamais pu identifier. Peut-être était-ce le fait que Daniel ne se plaignait jamais, ne flattait jamais, ne se courbait jamais au-delà du nécessaire. Peut-être était-ce cette dignité silencieuse qui restait intacte, même après des années à porter des cartons. Une dignité que Ricardo ne parvenait pas à briser complètement, et cela le mettait en rage. Nécessaire. C'était peut-être cette dignité silencieuse qui restait intacte même après des années à porter des cartons, une dignité que Ricardo ne parvenait pas à briser entièrement, et cela le mettait en rage. Le reste de la journée traîna comme du plomb fondu. Daniel travailla en pilote automatique, vérifiant les stocks, rangeant les étagères, déplaçant des cartons d'un côté à l'autre tandis que son esprit était bien loin de là. À 15 heures, alors qu'il vérifiait une livraison d'ordinateurs portables, il remarqua une autre erreur dans le système. Une erreur qui, si elle n'était pas corrigée, coûterait à l'entreprise près de 50 000 réés. Pendant un moment, il pensa simplement laisser passer. Laisser Ricardo assumer les conséquences de son système mal géré. Mais alors, il imagina les autres employés en payer le prix, il imagina des licenciements et corrigea silencieusement le problème. Personne ne le saurait jamais. Et c'était là l'histoire de la vie de Daniel Silva. Quand il quitta le travail à 18 heures, la pluie s'était transformée en bruine fine. Il prit 2 bus bondés, serrés entre des corps fatigués qui portaient la même odeur de labeur acharné
et de rêves reportés. Il regarda par la fenêtre embuée et vit la ville défiler. Boutiques de quartier, feux de signalisation cassés, murs tagués avec des phrases que personne ne finissait de lire. São Paulo a ses frontières, où la périphérie ne demande pas la permission, elle existe tout simplement. Sa maison était une petite maison à 2 étages, à Diadema, le même quartier où il était né 42 ans auparavant. Cela devait être temporaire lorsqu'il était revenu s'occuper de sa mère malade. 20 ans plus tard, il était toujours là. Papa. Laura apparut à la porte avant même qu'il ne retire la clé de la serrure. À 15 ans, elle avait cette intuition effrayante des filles aînées qui deviennent adultes trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, ma fille. Papa, insista-t-elle, lui tenant le bras. Tu as l'air d'avoir pris un coup. Daniel força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Juste une journée difficile au travail. Normal. Pedro et Sofia apparurent en courant de la cuisine. 13 et 8 ans, respectivement. Les visages tachés de quelque chose qui ressemblait à de la sauce tomate. Ils ne remarquèrent pas ce que Laura avait remarqué. Ils avaient encore ce privilège de l'enfance de croire que leur père était indestructible. Daniel prépara le dîner. Des pâtes avec une sauce de base, ce qu'il y avait dans le garde-manger, aida Sofia avec ses devoirs de mathématiques, écouta Pedro se plaindre d'un professeur, parla avec Laura de son examen d'histoire. Il fit tout en mode automatique, jouant le rôle du père présent tandis que son esprit était coincé dans ce couloir de l'entrepôt, sur ce doigt pointé, sur cette voix qui le traitait de poids mort. À 23 heures, quand les trois dormaient, Daniel s'assit sur le lit et fixa le plafond fissuré de la chambre. La maison était en silence, mais sa tête était un tumulte. Il pensa se réveiller le lendemain et retourner à cet endroit. Il pensa endurer plus d'humiliation. Il pensa chercher un autre emploi et découvrir qu'à 42 ans sans diplôme universitaire, sans compétences modernes, il était invisible sur le marché. C'est alors que ses yeux se posèrent sur la vieille commode dans le coin de la chambre. Pendant un instant, il hésita. Il y avait des choses dans ce tiroir qu'il n'avait pas ouvertes depuis 15 ans. Des choses qui appartenaient à une version de lui-même qui n'existait plus. Mais quelque chose cette nuit-là, peut-être le désespoir, peut-être l'humiliation qui lui brûlait encore la gorge, le fit se lever et ouvrir le tiroir du bas. L'enveloppe se trouvait exactement où il l'avait laissée, jaunie par le temps, les bords légèrement humides à cause de l'humidité marine qui s'obstine à pénétrer chaque maison de la périphérie de São Paulo. Il la prit avec précaution, comme on tient une relique fragile, et se rassit sur le lit, avec les bords légèrement humides par les embruns qui persistent à s'infiltrer dans toutes les maisons de la périphérie pauliste. Il le saisit avec précaution, comme on tiendrait une relique fragile, et se rassit sur le lit. À l'intérieur se trouvaient des documents qui semblaient appartenir à une autre vie, des certificats de cours avancés, des mentions honorables d'olympiades de mathématiques et de physique, une lettre de recommandation du professeur Martin, de l'USP, écrite avec cette calligraphie élégante de celui qui croit aux mots qu'il écrit. Daniel Silva est l'un des étudiants les plus brillants que j'ai eu le privilège d'encadrer. Sa compréhension des systèmes complexes va au-delà du technique. Elle est presque intuitive. Et puis la photo. Daniel a 21 ans, trop maigre, avec ses lunettes rondes qui étaient à la mode à l'époque, souriant de manière décontractée à côté d'un prototype de circuit intégré qu'il avait lui-même conçu. Il tenait un diplôme d'honneur de la semaine de l'ingénierie de l'USP. À ses côtés, souriant lui aussi, se tenait Gabriel Costa, son meilleur ami, son partenaire d'études, le frère que la vie lui avait donné, mais que le destin lui avait ensuite retiré, ou plutôt que Daniel avait choisi d'abandonner. Il était impossible de regarder ce jeune homme sur la photo et de se reconnaître. Où était cette étincelle dans ses yeux, cette confiance de celui qui croit que l'avenir est une promesse à tenir? Qu'était-il advenu du Daniel dont les professeurs disaient qu'il serait docteur en ingénierie avant 30 ans? La réponse se trouvait dans un autre tiroir, dans une autre boîte à souvenirs qu'il n'avait pas besoin d'ouvrir pour se rappeler. Elle se trouvait dans le diagnostic de cancer de sa mère à ses 21 ans. Elle se trouvait dans la décision d'interrompre temporairement ses études. Elle se trouvait dans les années qui suivirent, quand le temporaire devint définitif, quand s'occuper de sa mère devint s'occuper de son père dépressif, s'occuper de ses jeunes frères et sœurs, s'occuper de tout le monde, sauf de lui-même. Elle se trouvait en Helena, la femme qu'il avait rencontrée dans un moment de solitude, et avec qui il s'était marié trop vite.
Elle se trouvait dans les 3 enfants qui étaient devenus coup sur coup, dans les comptes qui ne fermaient jamais, dans l'emploi qu'il devait garder à tout prix. Elle se trouvait dans le matin où Elena l'avait regardé et lui avait dit avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui a déjà pris sa décision « Tu as gâché ton talent, Daniel, et je ne vais pas gâcher ma vie à te regarder faire. » Elle est partie en laissant les enfants. Elle a dit qu'elle n'avait pas la structure pour être mère. Daniel ne lui a plus jamais parlé, et il n'a plus jamais touché à cette enveloppe, parce que chaque chose à l'intérieur était un souvenir de qui il aurait pu être. Mais cette nuit-là, l'humiliation encore vive et le désespoir frappant à la porte, Daniel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 15 ans. Il prit son vieux téléphone portable, chercha un numéro qu'il connaissait par cœur mais qu'il n'avait jamais composé, et avant de pouvoir changer d'avis, il appuya sur la touche d'appel. Le téléphone sonna 3 fois. 4. Daniel faillit raccrocher. Et puis une voix grave, professionnelle, vaguement familière, répondit « Allô ?» Daniel respira profondément. Sa voix sortit rauque, chargée d'années de silence et d'orgueil blessé. « Gabriel, dit-il, c'est moi, Daniel Silva, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un long silence, suffisamment long pour que Daniel pense que la communication avait été coupée. Mais alors Gabriel Costa, l'ami qu'il avait abandonné 2 décennies auparavant, le frère qui était allé de l'avant pendant que Daniel restait en arrière, répondit d'une voix qui portait quelque chose entre la surprise et le soulagement. « Daniel, mon Dieu, j'ai attendu 20 ans cet appel. » Quelque temps plus tôt, le frère qui avait poursuivi son chemin tandis que Daniel était resté en arrière, répondit d'une voix empreinte d'un mélange de surprise et de soulagement. « Daniel, mon Dieu, j'ai attendu 20 ans cet appel. » Ils se sont rencontrés 2 jours plus tard, un jeudi matin, dans un café discret du centre de São Paulo. Daniel est arrivé une demi-heure à l'avance, trop nerveux pour attendre chez lui, et a commandé un café qui a refroidi sans qu'il y touche. Il a observé les cadres entrer et sortir, tous avec cette hâte significative de ceux qui ont des réunions programmées et des décisions à prendre, et s'est senti complètement déplacé avec son jean usé et sa chemise de 3 ans. Quand Gabriel est entré, Daniel l'a à peine reconnu. Non pas à cause de son costume bien coupé, de ses lunettes de marque ou de ses cheveux grisonnants aux tempes, bien que tout cela fût bien là. C'était quelque chose dans sa posture, dans la manière dont il se déplaçait dans l'espace, comme quelqu'un qui est sûr de sa propre valeur. Gabriel Costa était devenu l'homme qu'ils avaient tous 2 rêvé d'être, lorsqu'ils partageaient des polycopiés à la bibliothèque de l'USP jusqu'à l'aube. Les yeux de Gabriel ont balayé la salle et se sont posés sur Daniel. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage. Reconnaissance, surprise, peut-être de la tristesse. Puis, il s'est approché de la table et, sans un mot, a serré Daniel dans une étreinte forte. « 20 ans, a dit Gabriel d'une voix étouffée. « 20 ans, mon frère. » Daniel ne faisait pas confiance à sa propre voix. Alors il s'est contenté de hocher la tête. Ils se sont assis. Gabriel a commandé un double expresso et est resté à observer son ami en silence, suffisamment longtemps pour que Daniel ressente le besoin de détourner le regard. Il y avait quelque chose dans l'expression de Gabriel qui n'était pas de la pitié mais plutôt une analyse minutieuse, comme s'il cataloguait chaque changement, chaque marque que les années avaient laissée. « Tu as l'air fatigué », a finalement dit Gabriel. « Je le suis », a répondu Daniel avec une honnêteté qui l'a surpris. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Tout. Et Daniel a raconté. Il a commencé par l'humiliation au travail, mais a vite réalisé qu'il devait remonter plus loin pour que cela ait un sens. Il a parlé de sa mère, du cancer, de la façon dont il avait promis que ce ne serait qu'une année sabbatique. Il a parlé de son père qui s'est effondré, de ses frères et sœurs qui devaient finir l'école. Il a parlé d'Elena et des 3 enfants qu'elle avait laissés derrière elle. Il a parlé des 20 années passées à travailler dans des emplois qui payaient les factures, mais qui le tuaient un peu chaque jour. Et tandis qu'il parlait, quelque chose d'étrange s'est produit. Les mots ont commencé à sortir plus vite, comme s'ils avaient été retenus si longtemps qu'ils devaient maintenant s'échapper. Il a parlé de se réveiller tous les jours à 5 heures du matin et de sentir ce poids sur sa poitrine en réalisant qu'il devrait retourner à l'entrepôt, de regarder ses enfants et d'avoir peur qu'ils le voient comme un échec, d'ouvrir parfois un journal, de lire une nouvelle sur la technologie ou l'innovation
et de ressentir une douleur physique à l'idée qu'il aurait pu en faire partie. Gabriel l'a écouté sans l'interrompre, les doigts entrelacés sur la table, le regard fixe et attentif. Quand Daniel a eu fini, il y a eu un long silence. Une serveuse a apporté le café de Gabriel et a disparu discrètement. « Sais-tu pourquoi je n'ai jamais cessé de te chercher ?» a finalement dit Gabriel. Daniel a secoué la tête. « Parce que tu étais le meilleur d'entre nous », a continué Gabriel. Et il y avait une intensité dans sa voix qui coupait court à toute possibilité de n'être que de la gentillesse. Pas le plus travailleur, pas le plus discipliné, le meilleur. Tu voyais des systèmes là où nous voyons des circuits. Tu voyais des motifs là où nous voyons des problèmes isolés. Tu te souviens du projet final de 3e année? Celui sur l'optimisation des réseaux? Gabriel, tu as résolu en 4 heures ce que toute la classe a mis 2 semaines. Le professeur Martins a dit que c'était le travail le plus élégant qu'il ait jamais vu de la part d'un étudiant de premier cycle. Gabriel, tu as résolu en 4 heures ce que toute la promotion a mis 2 semaines à faire. Le professeur Martins a dit que c'était le travail le plus élégant qu'il ait jamais vu de la part d'un étudiant. Daniel sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. C'était il y a 20 ans. Je ne suis plus cette personne-là. Non? Gabriel se pencha en avant. Alors explique-moi une chose. Tu travailles dans un entrepôt de distribution depuis combien de temps? 3 ans. Et pendant ce temps, combien de fois as-tu identifié des erreurs dans le système? Combien de fois as-tu réorganisé des processus sans qu'on te le demande? Combien de fois as-tu sauvé cette entreprise de pertes sans en recevoir le mérite? Daniel ne répondit pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse. Il faisait simplement ce qui semblait évident. « Tu n'as pas perdu ton talent, Daniel », dit Gabriel avec une conviction si intense qu'elle en était douloureuse. « Tu l'utilises juste au mauvais endroit, pour les mauvaises personnes, et je veux changer ça. Gabriel, j'ai 3 enfants. Je ne peux pas prendre de risques. »« Je ne te demande pas de prendre des risques, » l'interrompit Gabriel. « Je t'offre une certitude, mon entreprise est en pleine expansion. Nous avons créé une nouvelle division axée sur les solutions technologiques pour les petites et moyennes entreprises. Automatisation, optimisation, intelligence des données. J'ai le capital, la structure, les contrats. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment comment ces entreprises fonctionnent, non pas selon la théorie des manuels de MBA, mais selon la pratique de ceux qui ont travaillé sur le terrain. » Il marqua une pause, laissant les mots se déposer. « J'ai besoin d'un associé, Daniel. Et je veux que ce soit toi. » Le monde sembla ralentir. Les bruits du café, conversations, tasses qui s'entrechoquaient, machines à café qui sifflaient, devinrent lointains et étouffés. Daniel regarda Gabriel et vit qu'il était sérieux. Complètement sérieux. « Je n'ai pas terminé mes études universitaires, » dit Daniel, et il détesta la façon dont sa voix sonnait si petite. « Et alors? La moitié des PDG de la tech de la Silicon Valley non plus. Tu as 20 ans d'expérience pratique, qu'aucun diplôme ne peut remplacer. Je ne sais pas si je suis capable, Daniel. » Gabriel posa sa main sur celle de son ami. « Je ne fais pas la charité, je ne t'offre pas ça par pitié. Je te l'offre parce que c'est une bonne affaire, parce que tu vas faire gagner de l'argent à mon entreprise. Beaucoup d'argent. Et parce que, honnêtement, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans. » Il y avait quelque chose dans les yeux de Gabriel à ce moment-là, quelque chose qui ressemblait à des excuses pour tout le temps perdu, pour toutes les fois où il avait appelé et Daniel n'avait pas répondu, pour toutes les années où il avait avancé tandis que son ami était resté en arrière. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. « Pense de cette façon, » continua Gabriel. « Tu as déjà un travail qui te détruit chaque jour. Qu'as-tu à perdre à essayer quelque chose qui pourrait te reconstruire ?» Et ce fut cette question simple, formulée avec une logique implacable, qui brisa la dernière résistance de Daniel. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-il, et sa propre voix sonnait étrangement, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Gabriel sourit pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Et si c'était lundi? Les 3 jours suivants, Daniel signa des documents qu'il avait peine à croire réels. Contrat d'association, accord de participation aux bénéfices, procuration pour les décisions exécutives. Gabriel ne plaisantait pas quand il disait vouloir un associé. Daniel aurait 15% de la nouvelle division, avec une autonomie totale sur les décisions techniques et opérationnelles. Il ne l'annonça pas immédiatement à ses enfants. Il craignait que ce ne soit un rêve.
qu'il se réveille et découvre que rien de tout cela n'était réel. Mais le samedi soir, après que Laura l'eut trouvé fixant les contrats sur la table de la cuisine, il réunit finalement les trois et leur raconta. « Papa, tu vas être propriétaire d'une entreprise ?» demanda Pedro les yeux écarquillés. Et Laura le trouva fixant les contrats sur la table de la cuisine. Il finit par les réunir tous les trois et leur annonça la nouvelle. « Papa, tu vas être propriétaire d'une entreprise ?» demanda Pedro les yeux écarquillés. « Associé, corrigea Daniel, mais il ne put cacher son sourire. Je vais diriger un nouveau projet. » Sofia sauta sur ses genoux avec cette énergie explosive des enfants de 8 ans. « Alors tu ne vas plus travailler avec cet homme méchant qui crie ?» Daniel serra sa fille plus fort qu'il ne l'avait voulu, comprenant trop tard que les enfants en savaient toujours plus qu'ils ne l'imaginaient. « Non, mon amour, plus maintenant. » Laura, toujours la plus observatrice, s'approcha et toucha le visage de son père. « Tu as un air différent, » dit-elle. « Différent comment ? Comme si tu t'étais réveillé. » Et c'était peut-être exactement cela, peut-être Daniel Silva était-il en train de s'éveiller d'un sommeil de 20 ans. Ce qu'il ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, était que Gabriel avait un plan très spécifique pour le lancement de la nouvelle division. La stratégie était simple mais efficace. Acquérir de petites entreprises en difficulté financière, implémenter les solutions technologiques que Daniel développerait, prouver le modèle, puis s'étendre. Gabriel avait déjà une liste de candidates. Et en tête de cette liste, surlignée en jaune, figurait un nom, Eletro São Paulo Distribuidora. Quand Gabriel montra la liste à Daniel le lundi matin, il ne mentionna le nom qu'à la fin de la réunion. Il expliqua d'abord la stratégie, les chiffres, le potentiel de rendement. Daniel absorba le tout avec cette facilité déconcertante de celui qui était né pour comprendre les systèmes complexes. Il pointa les failles du modèle, suggéra des améliorations, redessina des diagrammes de flux en temps réel. Gabriel l'observait émerveillé, songeant aux millions qu'il aurait pu gagner s'il avait fait cela 10 ans auparavant. « Et la première acquisition ?» demanda Daniel. « Y en a-t-il déjà une en négociation ?» Gabriel fit glisser un document sur la table. « C'est pratiquement bouclé. Une entreprise de distribution d'électronique, dans la zone sud. Propriétaire désespéré, dettes accumulées, concurrence brutale de l'e-commerce. Il vend à un prix bien inférieur au marché, juste pour ne pas faire faillite complètement. » Daniel saisit le document et lut le nom sur la couverture. Eletro São Paulo Distribuidora. Son visage ne montra rien pendant 3 secondes entières. Puis, lentement, comme s'il traitait les implications, il leva les yeux vers Gabriel. « C'est là que je travaille, » dit-il simplement. « Je sais, » répondit Gabriel. Et il y avait quelque chose dans son ton qui indiquait clairement que ce n'était pas une coïncidence. « J'ai fait mes recherches, Daniel. Cette entreprise est le modèle parfait pour ce que nous voulons faire. Assez petite pour être agile, assez grande pour prouver le concept, assez mal gérée pour montrer des résultats spectaculaires avec nos solutions. Et il y a un autre avantage. Lequel ? Tu connais chaque processus de cette entreprise, chaque faille, chaque gaspillage, chaque angle mort. Tu peux transformer cet endroit en 3 mois. » Daniel resta silencieux, le document tremblant légèrement entre ses mains. Il pensa à Ricardo Moreno. Il pensa à retourner à cet entrepôt, non pas comme l'aide magasinière invisible, mais comme l'homme responsable de toute l'opération. Il pensa à l'ironie dévastatrice de la situation. « Quand l'affaire est-elle conclue ?» demanda-t-il, et sa voix était étrangement calme. « Après-demain, André Santos signe mercredi. Il sait qui je suis ?» « Non, » répondit Gabriel, « et pour l'instant, personne d'autre ne le sait. L'acquisition est réalisée par le biais de la holding. Ton nom n'apparaît pas dans les documents publics tant que tu ne le souhaites pas. Sais qui je suis ? Non, » répondit Gabriel, « et pour l'instant, personne d'autre ne le sait. L'acquisition se fait par l'intermédiaire de la holding. Votre nom n'apparaîtra pas dans les documents publics tant que vous ne le souhaiterez pas. » Daniel hocha lentement la tête. Quelque chose se construisait en lui, quelque chose qui n'était pas exactement de la vengeance, mais pas non plus seulement de la justice. C'était de la reconnaissance, de la validation, la chance de prouver qu'il n'avait jamais été ce que Ricardo Moreno prétendait qu'il était. « Je veux être à la réunion, » dit Daniel. « Quand nous annoncerons le changement de propriétaire, je veux être là. » Gabriel sourit. « J'y comptais bien. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe à Eletro São Paulo Distribuidora un lundi matin.
André Santos avait convoqué tous les employés à une réunion générale à 9 heures. Tout l'entrepôt était en ébullition, des rumeurs de faillite, de licenciements massifs, de la faim. Ricardo Moreno circulait parmi les employés, avec cette arrogance de celui qui se croit indispensable, répétant à tous que les managers compétents survivent toujours aux transitions. Daniel n'était pas là. Il avait demandé un congé le vendredi précédent, prétextant une urgence familiale. Ricardo l'approuva avec dédain, probablement soulagé d'avoir un poids mort de moins dans l'entrepôt pour quelques jours. Quand tous furent réunis, André Santos monta sur une plateforme improvisée et commença à parler. Il dit que l'entreprise avait été vendue à un groupe d'investisseurs spécialisés dans la restructuration et la modernisation. Il dit qu'il n'y aurait pas de licenciement immédiat, mais que des changements étaient à venir. Il dit que les nouveaux propriétaires se présenteraient sous peu. Ricardo Moreno se détendit. Les changements signifiaient des opportunités. Ils signifiaient qu'il pourrait montrer sa valeur, peut-être même obtenir une promotion. Les représentants de la nouvelle direction sont ici aujourd'hui, poursuivit André. Ils vont expliquer la vision pour l'avenir de l'entreprise. Une porte latérale s'ouvrit. Gabriel Costa entra le premier, avec cette présence exécutive qui emplit une pièce. Derrière lui venait un autre homme, en costume simple mais bien ajusté, la posture droite, le regard serein. Il fallut quelques secondes pour que la reconnaissance commence à se répandre dans la salle. Cela commença avec João, l'employé le plus ancien, dont les yeux s'écarquillèrent, puis Mariana de la comptabilité, qui laissa échapper un soupir audible. Ensuite tous les autres, un par un réalisant l'impossible. Ricardo Moreno fut le dernier, et quand il comprit, le sang se draina de son visage si vite qu'il dut s'appuyer contre le mur. Daniel Silva se tenait à côté de Gabriel Costa, non pas comme magasinier, mais comme directeur exécutif de la nouvelle division des opérations. « Bonjour à tous », commença Gabriel, sa voix emplissant l'espace avec aisance. « Mon nom est Gabriel Costa, et voici Tech Solutions. Nous avons acquis cette entreprise parce que nous voyons du potentiel là où d'autres voient des problèmes. Et l'homme à mes côtés est celui qui va transformer ce potentiel en réalité. » Il se tourna vers Daniel. Daniel Silva sera responsable de toute la restructuration opérationnelle. Il a une autonomie totale pour implémenter des changements, restructurer les processus et prendre des décisions concernant le personnel. Je suggère que tous prêtiez une attention particulière à ce qu'il a à dire. Daniel fit un pas en avant. Ses yeux parcoururent la salle, rencontrant le visage de chaque personne qui avait travaillé à ses côtés, qu'il avait vu être humilié, qui avait détourné le regard parce que c'était plus facile que d'affronter l'injustice. Et puis ses yeux se posèrent sur Ricardo Moreno. « Je connais cette entreprise », dit Daniel, et sa voix était calme mais une détermination d'acier l'habitait. « Je connais chaque processus, chaque défaillance, chaque point où nous gaspillons du temps et de l'argent, et au cours des 90 prochains jours, nous allons corriger tout cela. » Daniel dit, sa voix était calme, mais il y avait de l'acier dedans. « Je connais chaque processus, chaque défaillance, chaque point où nous gaspillons du temps et de l'argent. Et au cours des 90 prochains jours, nous allons corriger tout cela. » Ricardo essaya de sourire, tenta de garder sa contenance de manager confiant. Il fit même un pas en avant comme s'il allait saluer un collègue. « Daniel, quelle surprise !» dit-il en tendant la main. « Je suis ravi que vous... » « Ricardo !» l'interrompit Daniel, sans accepter la main. « Nous devons parler. En privé, tout de suite. » La pièce devint absolument silencieuse. Il était impossible de ne pas sentir la tension coupante dans l'air. Ils entrèrent dans ce qui était autrefois le bureau de Ricardo, une petite pièce aux murs de verre qui donnait sur tout l'entrepôt. Gabriel resta dehors, mais tous les autres employés pouvaient voir à travers le verre, même sans entendre. Daniel ferma la porte et resta debout. Ricardo, par instinct, alla s'asseoir sur sa chaise habituelle, mais réalisa alors son erreur et se leva également. « Daniel, écoutez !» commença Ricardo, la voix plus aiguë qu'il ne l'avait voulu. « Si c'est à propos de ce malentendu de la semaine dernière, ce n'était pas un malentendu, dit calmement Daniel. Vous m'avez traité de poids mort, devant tout le monde. Vous avez dit que je ne vous causais que des pertes. » Ricardo déglutit difficilement. « J'étais sous pression, les ventes chutaient, je... » « Vous aviez tort, » l'interrompit à nouveau Daniel. « Vous n'étiez pas sous pression. Vous étiez cruel parce que vous le pouviez, parce que cela vous faisait vous sentir puissant. » Il fit un pas de plus. « Au cours des 3 dernières années,
J'ai identifié et corrigé 37 erreurs graves dans le système d'inventaire. Des erreurs qui, si elles n'avaient pas été corrigées, auraient coûté à l'entreprise plus de 200 000 réais. Savez-vous combien de ces erreurs étaient les vôtres? Ricardo ne répondit pas. 23, continua Daniel. Plus de la moitié. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai corrigé en silence, parce que c'était plus facile que de vous confronter et de perdre mon emploi. Parce que j'avais 3 enfants à nourrir et que je ne pouvais pas me permettre d'avoir de l'orgueil. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de son veston et la posa sur la table. Cette entreprise a un avenir, mais vous n'en faites pas partie. Vous êtes renvoyé, Ricardo, pas par vengeance, mais parce que les managers qui traitent les gens comme des jetables n'ont pas leur place dans une entreprise qui valorise les êtres humains. Ricardo regarda l'enveloppe, puis Daniel, puis l'entrepôt à travers la vitre, où tout le monde observait. Son visage passa par plusieurs nuances de rouge avant de devenir d'un blanc gris. « Vous ne pouvez pas, » dit-il, mais il n'y avait aucune force dans sa voix. « Je peux, » répondit Daniel. « Et je le fais. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider votre bureau. » Il ouvrit la porte et sortit, laissant Ricardo seul avec l'enveloppe de licenciement et le poids écrasant de la justice qui, finalement, inévitablement, était arrivé. Mais si quelqu'un pensait que c'était une simple histoire de vengeance corporative, il était sur le point de découvrir qu'il y avait des couches beaucoup plus profondes dans cette intrigue. Car ce soir-là même, quand Daniel rentra chez lui, encore en train de digérer l'irréalité de la journée, il trouva une enveloppe sans expéditeur dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait un document unique, une copie de dossiers médicaux datant de 20 ans. Des dossiers concernant le traitement du cancer de sa mère. Et une note manuscrite en marge qui glaça le sang de Daniel. Le traitement a été payé. Vous n'avez jamais su par qui. Daniel tint le document avec des mains qui ne parvenaient pas à rester fermes. L'écriture était tremblante, clairement celle de quelqu'un d'âgé, mais le message était sans équivoque. Il lut et relut la note 3 fois, comme si les mots pouvaient changer de sens s'ils regardaient assez longtemps. Le traitement a été payé. Vous n'avez jamais su par qui. Le message était sans équivoque. Il lut et relut la note 3 fois comme si les mots pouvaient changer de sens s'il les fixait assez longtemps. Le traitement a été payé. Vous n'avez jamais su par qui. Un justificatif de virement bancaire datant de 22 ans était joint au document. 140 000 réais déposés directement sur le compte de l'hôpital Das Clinica. Le nom du déposant était illisible, mais il y avait un numéro de protocole et une annotation. Paiement intégral. Patiente Vera Lucia Silva. Sa mère. Le traitement qu'il avait cru n'avoir jamais eu lieu faute d'argent. Le traitement qu'il avait pensé refuser, qui l'avait poussé à abandonner la faculté, qui avait changé le cours entier de sa vie. Daniel s'assit lourdement sur le bord du lit, le document toujours entre les mains, et sentit comme si le sol sous ses pieds se reconfigurait. 22 ans. 22 ans à croire un mensonge, ou plutôt à croire une vérité incomplète. Il prit son portable et, sans bien réfléchir, appela Gabriel. « Daniel ?» Gabriel décrocha au 2e coup de fil. « Tout va bien? Je pensais que tu étais... » « Le traitement de ma mère a été payé. » Daniel l'interrompit, sa voix étrange même pour ses propres oreilles. « Quelqu'un a payé son traitement. 140 000 réais. Je viens de le découvrir. » Il y eut une longue pause de l'autre côté. Alors Gabriel dit lentement, « Tu ne savais pas? » « Comment ça, je ne savais pas? Tu savais, toi? » « Pas les détails. » Gabriel répondit prudemment. « Mais moi... » « Daniel, nous savions tous que quelqu'un avait aidé. Le professeur Martins avait organisé une campagne silencieuse. Il n'a jamais dit qui avait contribué quoi, mais on savait que la majeure partie venait de lui. » Daniel resta figé. Le professeur Martins. Cet homme sérieux, aux cheveux complètement blancs, qui enseignait les systèmes complexes et qui s'arrêtait toujours pour discuter avec Daniel après les cours à propos de projets qui allaient bien au-delà du programme scolaire. « Pourquoi ferait-il ça ?» demanda Daniel, et il détesta la façon dont sa voix sonnait brisée. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit ?»« Parce qu'il savait que tu n'accepterais pas, » répondit Gabriel doucement. « Parce que tu étais trop fier pour accepter la charité. Alors il a fait croire qu'il n'y avait pas d'argent, que tu devais travailler. Il pensait que tu reviendrais après quelques mois, après 1 an au maximum. Mais je ne suis pas revenu. Non, tu n'es pas revenu. Et le professeur Martins est mort 3 ans après, en attendant toujours.
Daniel raccrocha quelques minutes plus tard et resta assis dans l'obscurité de la pièce digérant cette révélation. Le professeur Martins avait payé le traitement de sa mère. Il lui avait offert 2 années de vie supplémentaires, 2 années précieuses que Daniel avait passées à ses côtés, la soignant, conversant, écoutant ses histoires. Et il avait fait cela en silence, sans reconnaissance, sans rien attendre en retour. Sauf, peut-être, que Daniel revienne. Qu'il tienne sa promesse de devenir l'ingénieur qu'il était né pour être. Il était impossible de ne pas ressentir le poids écrasant de cette dette, le regret de 20 années perdues. Mais avec le regret venait autre chose, une clarté cristalline sur ce qu'il devait faire maintenant. Si le professeur Martins avait cru en lui suffisamment pour investir tout cela, alors Daniel lui devait plus que du regret. Il lui devait des résultats, cristallines sur ce qu'il devait faire maintenant. Si le professeur Martins avait assez cru en lui pour investir autant, alors Daniel lui devait plus que du regret. Il lui devait des résultats. Au cours des 90 jours suivants, Daniel Silva transforma Eletro São Paulo Distribuidora d'une manière qui semblait impossible à quiconque connaissait l'entreprise auparavant. Il mit en œuvre un système de gestion des stocks basé sur l'intelligence artificielle qu'il avait lui-même programmé durant les nuits, un système élégant qui prévoyait la demande, optimisait l'espace et réduisait le gaspillage. Il automatisa des processus qui étaient effectués manuellement depuis des années, non pas en supprimant des emplois, mais en réaffectant des personnes à des fonctions où elles pouvaient apporter une réelle valeur ajoutée. Il forma personnellement les employés. Il s'assit avec chacun d'eux, comprit leurs compétences, leurs frustrations, et trouva des moyens d'utiliser leurs talents plus efficacement. João, l'employé le plus âgé, découvrit qu'il avait une aptitude naturelle pour les relations avec les fournisseurs et devint le responsable des achats. Mariana, de la comptabilité, révéla un talent pour l'analyse de données et prit la tête de l'intelligence de marché. En 3 mois, l'entreprise ne s'est pas seulement sortie du rouge. Elle a doublé sa marge bénéficiaire. Les chiffres étaient si impressionnants que Gabriel utilisa Eletro São Paulo comme modèle pour attirer des investisseurs en vue de son expansion. D'autres entreprises commencèrent à contacter Tech Solutions, souhaitant mettre en œuvre les mêmes solutions. À 43 ans, Daniel était devenu l'homme qu'il aurait toujours dû être. Et à chaque victoire, à chaque système qui fonctionnait parfaitement, à chaque employé qui le remerciait d'avoir enfin été vu, il pensait au professeur Martins et murmurait un merci silencieux. Mais un fantôme hantait encore la périphérie de cette histoire de rédemption. Ricardo Moreno. Dans les premières semaines suivant son licenciement, Ricardo tenta de sauver les apparences. Il mit à jour son LinkedIn avec des phrases sur les nouvelles opportunités et la croissance professionnelle. Il envoya des CV à des dizaines d'entreprises, confiant que son MBA et son expérience en tant que gérant le rendraient attractif sur le marché. La réalité fut brutale. Personne ne répondait. Et quand on lui répondait, les entretiens se refroidissaient dès qu'il vérifiait ses références. André Santos, l'ancien propriétaire d'Eletro São Paulo, lorsqu'il était contacté, disait simplement « Monsieur Moreno a des compétences techniques adéquates, mais je mets en question sa capacité de leadership humain. » C'était une manière polie de dire qu'il était cruel envers ses subordonnés. 2 mois après son licenciement, Ricardo était désespéré. Ses économies avaient fondu. Sa voiture financée lui fut confisquée. Le loyer de son appartement avait 3 mois de retard. Sa petite amie, qui adorait son succès, le quitta lorsque le succès s'évapora. Et par une froide matinée d'octobre, l'orgueil complètement brisé par la nécessité, Ricardo Moreno fit l'impensable. Il appela Eletro São Paulo et demanda à parler à Daniel Silva. La secrétaire, reconnaissant le nom, hésita. Mais Daniel, en entendant qui était au bout du fil, demanda de transférer l'appel. « Daniel ?» La voix de Ricardo sonna rauque, fatiguée. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de vous parler. En personne, si possible. » Daniel aurait pu refuser. Il aurait pu ressentir de la satisfaction en entendant le désespoir dans la voix de l'homme qui l'avait humilié. Mais tout ce qu'il ressentit fut une profonde tristesse, la reconnaissance que la vie a une manière implacable d'enseigner des leçons. « Demain, » dit Daniel, 15 heures. Vous vous souvenez du café où vous aviez l'habitude de déjeuner? Oui, je m'en souviens. On s'y retrouve. Nouveau titre. V9, FR. Puis,
la reconnaissance que la vie a une manière implacable d'enseigner des leçons. « Demain, » dit Daniel, 15 heures. « Tu te souviens du café où tu déjeunais ?»« Je me souviens. On se voit là-bas. » Ricardo Moreno arriva 15 minutes en avance, mais Daniel était déjà assis quand il entra. Le contraste était dévastateur. Ricardo semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. Barbe mal rasée, cernes profonds, costume qui ne lui allait plus correctement parce qu'il avait perdu du poids. Daniel, en revanche, dégageait cette énergie contenue d'un homme qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Ils s'assirent. Ricardo ne parvenait pas à regarder Daniel directement. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit finalement Ricardo. « Et si on commençait par l'évidence ?» suggéra Daniel sans cruauté, avec une franchise directe. « Tu as besoin d'un emploi. » Ricardo hocha la tête, misérable. « J'ai détruit ma réputation. Personne ne veut m'embaucher. J'ai 3 mois de loyer en retard. Il déglutit difficilement. « Je te demande une chance. N'importe quoi. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais je suis désespéré. » Daniel resta silencieux un si long moment que Ricardo commença à se lever, supposant que la réunion était terminée. Mais alors, Daniel parla. « Assieds-toi. » Ricardo s'assit. « Tu as été cruel avec moi, » dit Daniel, et il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement un constat. « Et pas seulement avec moi. Tu traitais tout le monde comme des pièces jetables. Tu croyais que crier, humilier et faire pression était ce qui faisait un bon manager. »« Je sais, » dit Ricardo, sa voix n'étant qu'un murmure. « Et je suis vraiment désolé. Je sais que ça ne change rien, mais je le suis vraiment. Tu le ressens parce que tu subis les conséquences, » répondit Daniel. « Pas parce que tu as compris pourquoi tu avais tort. Et c'est là la différence. » Ricardo baissa la tête, sans réponse. « Mais je vais te dire une chose, » continua Daniel. Et il y avait quelque chose dans son ton qui fit lever les yeux à Ricardo. « Quand j'avais 21 ans, un professeur a dépensé 140 000 réais pour sauver la vie de ma mère. Il l'a fait en silence, sans attendre de reconnaissance, sans attendre que je le rembourse. Il l'a fait parce qu'il croyait aux secondes chances, parce qu'il croyait que les gens pouvaient valoir plus que leurs pires moments. » Il se pencha en avant. « Je ne peux pas te donner un poste de manager, Ricardo. Tu dois apprendre de zéro ce que signifie diriger des personnes, mais je peux te donner ce que le professeur Martins m'a donné. Une chance de prouver que tu peux être meilleur que tu ne l'as été. Une chance d'apprendre ce qui compte vraiment. » Ricardo regarda Daniel avec ce qui ressemblait à de l'incrédulité. « Tu es en train de dire que je t'offre un emploi, » dit clairement Daniel. « Comme assistant administratif. C'est le poste le plus basique que nous ayons. Le salaire est 1/3 de ce que tu gagnais en tant que manager. Tu rendras des comptes à d'autres personnes. Tu feras des tâches que tu considères en dessous de toi, et tu devras traiter tout le monde, du nettoyeur au directeur, avec le même respect. » Il marqua une pause. « Si tu parviens à faire cela pendant 6 mois sans une seule plainte concernant ton comportement, nous réévaluerons la situation. Mais je vais être clair, une humiliation, un cri, un moment de cruauté, et tu es viré. Définitivement. Sommes-nous bien d'accord ?» Ricardo avait des larmes aux yeux à présent, ce genre de pleurs silencieux d'hommes qui n'ont pas l'habitude de montrer leur vulnérabilité. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-il sincèrement confus. « Après tout ce que j'ai fait ?» Ce genre de pleurs silencieux d'hommes peu habitués à montrer leur vulnérabilité. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il sincèrement confus. « Après tout ce que j'ai fait ?» Daniel réfléchit un instant à la question. Il pensa au professeur Martins. Il pensa à sa mère, qui disait toujours que garder rancune, c'était comme boire du poison, en espérant que l'autre meure. Il pensa à ses enfants, qui apprenaient le monde en l'observant. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, » répondit simplement Daniel. « Et parce que je ne crois pas aux personnes jetables. Je crois aux personnes qui commettent des erreurs et peuvent en tirer des leçons. Si vous voulez vraiment changer, je vais vous donner cette chance. Mais il n'y en aura qu'une. Il n'y aura pas de seconde. » Ricardo accepta et commença le jour suivant. Les premiers jours furent douloureux. Il fit toutes les erreurs que commettent les personnes orgueilleuses lorsqu'elles sont contraintes à l'humilité. Il tenta de donner des ordres au lieu de demander. Il devint impatient lorsque les autres ne comprenaient pas immédiatement ce qu'il voulait. Mais chaque fois qu'il commençait à retomber dans ses vieilles habitudes, quelqu'un l'observait. Et non pas avec cruauté, mais avec ce genre d'attente ferme qui ne laisse aucune place à la régression. Au bout d'un mois, quelque chose commença à changer.
Ricardo commença à vraiment écouter les gens. Il commença à réaliser que l'agent d'entretien avait une famille et des rêves aussi valides que les siens. Il commença à comprendre que le respect ne s'exige pas, mais qu'il se construit brique par brique dans chaque interaction. Et 6 mois plus tard, lorsque Daniel le convoqua pour un entretien d'évaluation, Ricardo était devenu une personne différente. Pas parfaite, personne ne l'est, mais sincèrement transformée. « Vous avez réussi le test », dit Daniel, « et je vais vous promouvoir au poste de superviseur junior, mais je veux que vous vous souveniez toujours d'une chose. »« Quoi ? Vous êtes ici parce que quelqu'un a cru que vous pouviez être meilleur. Ne gâchez pas ça. Et quand vous aurez votre propre équipe, souvenez-vous de la façon dont vous êtes arrivé ici. » Ricardo acquiesça, et pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose comme une gratitude sincère dans ses yeux. Mais tandis que cette lente rédemption se déroulait, Daniel découvrait des choses sur son propre passé qui recontextualisaient tout. Il chercha plus d'informations sur le professeur Martin et découvrit que cet homme silencieux, qu'il n'avait connu que 3 ans, avait fait bien plus que payer un traitement médical. Il avait suivi la carrière de Daniel à distance pendant des années. Il avait des lettres conservées dans les archives de l'université, des lettres où il mentionnait Daniel comme l'étudiant le plus brillant que j'ai eu et exprimait l'espoir qu'un jour il revienne. Le professeur Martins mourut d'une crise cardiaque 3 ans après que Daniel eut abandonné ses études, un jour de cours ordinaire. Sa dernière publication académique, trouvée inachevée sur son bureau, portait une dédicace à tous les talents que le monde ne connaît pas encore, mais qui un jour brilleront. Daniel pleura en lisant cela. Il pleura pour le temps perdu, pour les opportunités gâchées, pour l'homme qui avait cru en lui et qui était mort sans voir le résultat de cet investissement. Mais il comprit aussi quelque chose de fondamental. Le professeur Martins ne le sauvait pas seulement à ce moment-là. Il plantait une graine qui mettrait 20 ans à germer, mais qui, une fois germée, changerait non seulement la vie de Daniel, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. 2 ans après l'acquisition d'Eletro São Paulo, la division de Daniel était devenue la partie la plus rentable de Tech Solutions. Ils avaient acquis et transformé 12 autres entreprises, créé 500 nouveaux emplois et développé des solutions technologiques qui révolutionnaient le secteur des petites et moyennes entreprises au Brésil. Avaient acquis et transformé 12 autres entreprises, créé 500 nouveaux emplois et développé des solutions technologiques qui révolutionnèrent le secteur des petites et moyennes entreprises au Brésil. Daniel avait achevé à distance ses études d'ingénieur, non pas parce qu'il avait besoin du diplôme, mais parce qu'il sentait qu'il le devait au professeur Martins. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, 23 ans après avoir interrompu son cursus, il a tenu son diplôme, les mains tremblantes, et a pensé à toutes les versions de lui-même qui avaient dû mourir pour que cette version puisse exister. Ses enfants étaient dans le public. Laura était en 2e année de sciences informatiques, également à l'USP, également brillante. Pedro voulait être professeur. Sofia rêvait d'être ingénieure comme son père. Il ne le voyait pas comme un échec. Il ne l'avait jamais vu ainsi. Et Ricardo Moreno, désormais directeur de l'une des divisions créées par Daniel, était là aussi. Pas en ami. Certaines cicatrices sont trop profondes pour une véritable amitié, mais comme un témoin vivant que les gens peuvent changer quand quelqu'un croit que le changement est possible. Une nuit d'hiver, Daniel est retourné au café où tout avait recommencé. Gabriel était avec lui, buvant le même double expresso que d'habitude. Ils célébraient un nouveau contrat, mais la conversation a dévié, comme cela arrive toujours avec de vieux amis, vers le passé. « T'es-tu déjà demandé ce qui se serait passé si tu ne m'avais pas appelé cette nuit-là » a demandé Gabriel. Daniel a réfléchi à la question. Il a pensé au Daniel Silva qui existait 2 ans auparavant, invisible, brisé, transportant des cartons dans un entrepôt, tandis que son âme mourait un peu chaque jour. Il a pensé au moment où Ricardo Moreno l'avait traité de poids mort, au désespoir qu'il avait finalement forcé à ouvrir ce tiroir, à prendre cette enveloppe, à passer cet appel. « Je crois, » dit Daniel lentement, « que parfois la vie a besoin de nous briser complètement avant de pouvoir nous reconstruire de la bonne manière. J'avais besoin de cette humiliation. J'avais besoin de toucher le fond avant d'avoir le courage d'essayer de remonter. » « Et Ricardo ?» a demandé Gabriel. « Tu crois vraiment qu'il a changé ?»« Je crois qu'il essaie, » a répondu Daniel, « et cela doit être suffisant. Car si le professeur Martins avait renoncé à moi quand j'ai interrompu mes études, quand j'ai cessé de répondre à ses appels,
Quand j'ai décidé que mon talent n'avait plus d'importance, je ne serais pas là. Parfois, croire en quelqu'un est la seule chose qui puisse encore le sauver. Ils sont restés silencieux un instant, observant Sao Paulo la nuit à travers la vitre du café, des millions de vies se déroulant simultanément, chacune avec ses propres histoires de chute et de rédemption. « Tu sais ce qui est drôle ?» a finalement dit Daniel. « Pendant 20 ans, j'ai cru avoir gâché ma vie, avoir gaspillé mon talent, mes opportunités, mon avenir. Mais maintenant, je réalise que ces 20 ans n'ont pas été un gaspillage. Ils ont été une préparation. » Il a regardé son propre reflet dans la fenêtre sombre. « Je n'aurais pas pu construire ce que j'ai construit si je n'avais pas su ce que c'est que de porter des cartons, ce que c'est que d'être invisible, ce que c'est que de travailler dur sans reconnaissance. J'avais besoin de vivre dans ma chair ce que ces gens vivent pour pouvoir créer des solutions qui leur soient vraiment utiles. Le professeur Martins m'a donné l'éducation, mais la vie m'a donné la sagesse. » Gabriel a souri. « Il serait fier, tu sais. »« Je sais, » a répondu Daniel. « Et c'est pourquoi je continue. Pas pour moi, mais pour tous les autres Daniel Silva là-bas qui portent des cartons dans des entrepôts dont les esprits brillants sont gaspillés, attendant que quelqu'un les voie vraiment. C'est pourquoi je continue. Pas pour moi, mais pour tous les autres Daniel Silva là-bas qui portent des cartons dans des entrepôts, avec des esprits brillants gaspillés, attendant que quelqu'un les voie vraiment. » Et c'était exactement ce qu'il faisait. À chaque entreprise qu'il transformait, Daniel cherchait ces personnes, les invisibles, les sous-estimés, ceux qui avaient des talents cachés sous des années de travail ingrat. Il les trouvait, les formait, les élevait. Il a créé un programme de bourse au nom du professeur Martin pour les enfants d'ouvriers qui voulaient étudier l'ingénierie. Il a établi une politique dans toutes ses entreprises. Aucun manager ne pourrait humilier publiquement un employé. Une seule occurrence entraînait un licenciement immédiat. Parce que Daniel Silva savait, avec la certitude de celui qui a vécu des deux côtés, que les gens ne sont pas jetables, que le talent n'a pas de date de péremption, qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que l'on est né pour être, et que parfois la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont détruit, mais de devenir si incassable que leur cruauté devient insignifiante. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Daniel s'arrêta un instant avant d'entrer. Il regarda la petite maison de ville à Diadema qui fut un jour une prison et qui n'était plus maintenant qu'un foyer. Il regarda les fenêtres éclairées où ses enfants faisaient leurs devoirs, poursuivant leurs propres rêves sans peur. Et il pensa au professeur Martin, à l'investissement silencieux que cet homme avait fait il y a plus de 20 ans, sans savoir s'il porterait un jour ses fruits. Oui, cela avait porté ses fruits. Et cela continuerait d'en porter, multiplié par chaque vie que Daniel touchait, par chaque personne qui l'aidait à voir sa propre valeur. Il entra chez lui en souriant, non pas comme celui qui avait gagné, mais comme celui qui avait enfin compris que la véritable victoire n'avait jamais été de prouver sa valeur à ceux qui avaient douté de lui. C'était de ne plus jamais douter de lui-même.